Transtech, sacrée histoire, fondée déjà il y a 40 ans. Hein. Et aujourd'hui, voilà, 40 ans plus tard, le sujet, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle dans le cadre du développement de projets innovants, puisque ce sont ce type d'activités et de projets que Transtech accompagne tout au long de l'année. Aujourd'hui, dans cette table ronde, avec vous, nous allons parler de l'intelligence artificielle, mais aussi de ses enjeux et de ses menaces à travers une galerie d'invités que je vais présenter dès maintenant. Nous avons Victor Barré au milieu de l'INPI, que je vais présenter un peu plus avant de démarrer cette table ronde. Nous avons aussi à ses côtés, nous avons Natalia Arro de BPI France, qui est déléguée régionale. Et puis à côté, nous avons un illustre représentant de l'ANSSI, Jean-Denis Laval, délégué régional aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, de ce côté-ci, nous avons les créatifs avec l'entreprise donc ILO Créatif, avec donc ce sont deux frères, Stéphane et Yannick Franc, qui nous font le plaisir d'être avec nous pour cette table ronde. Et moi-même, je ne me suis pas encore présenté, je suis Marc Bagur, peut-être que certains m'ont déjà vu à travers d'autres tables rondes ou d'autres animations. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on va traverser cette table ronde un peu tambour battant. Il y a beaucoup de choses à dire. Nos invités ont été très riches de témoignages, très riches d'enseignements. Et j'aimerais commencer par ouvrir cette table ronde en donnant la parole à nos amis designers, puisqu'ils ont un regard assez particulier qui est peut-être plus proche du vôtre, de vos usages. Yannick Franc, vous êtes designer global, c'est comme ça que vous vous décrivez. Vous avez reçu une formation en design industriel. Vous êtes dirigeant associé avec votre frère ici présent. Et vous avez observé dans vos métiers un changement ces derniers mois, ces dernières années. Vos clients ne viennent plus vous voir de la même manière qu'auparavant. Que s'est-il passé? Racontez-nous cette évolution. Entre-temps, il y a eu l'IA. Donc en fait, ce qui se passe maintenant, c'est vrai qu'on on va dire des tendances dans les demandes qui font que les gens arrivent avec des images générées, hein, avec de l'IA générative, et donc du coup, avec on va dire, des choses qui sont déjà faites ou proposées à partir d'un prompt qu'ils ont pu faire sur une IA en particulier par rapport aux besoins. Et donc ça, c'est un gros changement pour nous, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut peut-être aussi déceler les non-dits au travers de ces images qui ont été générées. Après, il faut savoir en prendre le positif, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des choses à prendre dans ces images, mais il y a beaucoup à jeter aussi, parce que malheureusement, c'est pas une vérité, et puis c'est difficilement industrialisable directement derrière. Donc du coup, on est obligé aussi de faire un peu de sensibilisation par rapport à ça et de montrer que derrière, va y avoir du travail et qu'il faut refondre à partir d'un cahier des charges complet. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, vous découvrez des clients qui arrivent avec des résultats produits par l'intelligence artificielle, mais qui n'anticipent pas les subtilités de votre métier. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le problème, c'est qu'en fait, ça vient plus par l'instinct, on va dire. Ce qui est produit vient par l'instinct et non par rapport à une étude en amont ou une analyse profonde sur le positionnement, les cibles, le marché, etc. On va voir par la suite tout ce que ça change. Victor, de votre côté, à l'INPI, donc vous êtes un peu le spécialiste IA, si je ne dis pas de bêtises, c'est comme ça, de l'INPI. Vous, ce que vous constatez, c'est que depuis 5 à 6 ans, il y a de plus en plus de brevets sur ce sujet de l'IA qui sont déposés, c'est ça? Alors oui, pour le coup, donc ces chiffres-là, ce ne sont pas encore l'INPI qui les ont sortis, mais l'Office mondial de la propriété industrielle, on a souvent cette idée, tout ce qui est dans le numérique n'est pas brevetable. Encore il y a quelques années, on avait cette idée-là. Et depuis que l'OMPI a sorti ces chiffres, 13% des brevets déposés vont être plutôt dans tout ce qui est lié au numérique. Et parmi ces 13% de brevets déposés dans le numérique, on est sur 1,6% qui sont déposés dans des modèles d'IA ou des systèmes d'IA, on va dire, généraux. Donc dire qu'on ne peut pas breveter l'IA, c'est faux.
mais va falloir avoir une démarche quand même de rédaction et de proposition, voir dans quel champ le brevet va aller, et se faire accompagner par des spécialistes pour pouvoir rédiger un bon brevet. Donc je pense que comme ces chiffres sont de l'Office mondial de la propriété industrielle, qui va quand même désigner une certaine tendance mondiale, on peut dire par extrapolation que la France va commencer à déposer des brevets dans tout ce qui est domaine d'IA. J'accompagne personnellement des startups dans l'IA qui sont notamment plutôt dans la santé, donc biotech. Et depuis justement 2 ans, ces startups ont pivoté et commencent à déposer des brevets sur ces modèles d'IA. Oui. Et ce que vous avez observé aussi, on peut le dire, c'est que depuis ces dernières années, c'est une vraie croissance de ce chiffre en fait, puisqu'il y a 7 ans, on était à 0,01%. Exactement, pareil. Donc tous ces chiffres sont en libre accès sur le site de l'OMPI. Et tous les ans maintenant, l'OMPI fait une discussion, on a une la semaine prochaine, autour de l'IA et actualise ces chiffres en direct sur ces questions-là. Donc oui, on peut voir qu'il y a une augmentation, une nette augmentation. Alors ça reste quand même un nombre petit par rapport au nombre de brevets qui sont déposés, mais ce qu'il faut regarder, c'est la croissance dans ce secteur-là, et à chaque fois, on est sur du x100, x200. Et les thèmes, c'est quoi les grands thèmes tout ce qui, alors là pour le coup, j'ai pas analysé tous les brevets sur ces questions-là, mais on est surtout dans tout ce qui est aérospatial, défense et biotechnologie, en fait, qui vont être des secteurs très précis où les investissements en R&D et en retour sur investissement justement derrière vont être relativement importants. Donc il y a une notion de protection rapide et efficace de la technologie derrière. Oui. Et alors, côté PPI, justement, est-ce que vous confirmez ces propos de Victor, Natalia? Qu'est-ce que vous observez, vous, depuis ces dernières années? Alors, nous, BPI France, on a commencé à financer des premières sociétés qui travaillaient sur l'IA en 2015. Donc, on a vu, en effet, augmenter l'intérêt pour ces modèles mathématiques pour les entreprises. L'année dernière, on a investi 1 milliard dans des boîtes qui portent des projets d'IA ou qui développent des modèles d'IA, et on a financé 3,5 milliards. Donc on a en effet une très forte appétence des entreprises pour ces nouvelles technologies, qui sont des technologies pour la plupart existantes. En fait, il y a trois parties dans la chaîne de valeur de l'IA. Les infrastructures de calcul, il y en a très peu, on va dire, en France. Les modèles de fondation, et là, on a beaucoup d'entreprises qui se sont vite différenciées par rapport à d'autres, et c'était un peu les premières. Et puis, il y a la majorité des entreprises qui vont utiliser des briques et des modèles existants pour apporter des nouveaux services. Et c'est là où on trouve aujourd'hui de nombreuses sociétés qui viennent nous voir pour pouvoir développer des nouveaux services grâce à des briques mathématiques ou d'IA. Après, il y en a plusieurs à l'intérieur. Voilà, donc vous avez donc une vraie activité qui se Oui. traduit, qu'on a vu à la fois côté designer, côté INPI avec des pots de brevets, et alors côté cybersécurité, Jean-Denis. Alors on peut le dire, Jean-Denis, je pense que là on a une galerie d'enthousiastes, et vous êtes un peu plus réservé, si je puis dire, sur ce sujet de l'intelligence artificielle, puisque à travers votre casquette de l'ANSSI, ce que vous observez quand même, c'est quand même des changements qui amènent un peu de risque, si on peut dire ça comme ça. Alors oui, il y a deux parties. On avait dit enjeu et menace. Moi, je vais être sur la partie menace. C'est pas le discours le plus agréable à entendre, mais il faut l'entendre quand même. Je ferai une petite aparté sur la partie IA avec deux tendances, en fait. Une tendance de fond avec l'IA générative, qui est donc ce qui a été évoqué en première partie, à savoir Mistral, pour nommer un français, Albert ou autre, ou Open ou ChatGPT, qui sont des outils qui sont rentrés dans les entreprises de manière très rapide et sans forcément le contrôle que l'entreprise pouvait avoir sur ses salariés. On va parler de Shadow IT, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les personnes ont la possibilité sur leur téléphone personnel ou ordinateur personnel d'utiliser un service informatique qui n'a pas été validé par l'entreprise ou par la collectivité territoriale, et ce qui va induire un risque supplémentaire. Et ensuite, on va dire l'IA traditionnelle avec des moteurs, et là on est plus sur une partie recherche qui reste importante, mais qui a on va dire subi une croissance beaucoup moins importante par rapport à l'IA générative. Je ne sais pas si on peut rapidement quand même mettre un point sur l'IA générative. On se rend compte qu'on a des nouveaux vecteurs d'attaque
avec quelque chose qui s'appelle la formation, le training de l'engin, sur lequel on a des questions à la fois éthiques, à la fois aussi des questions de propriété intellectuelle, avec une législation qui n'est pas encore, on va dire, à la mesure de cette technologie. Et on se pose aujourd'hui des questions sur la légalité d'usage, de la propriété intellectuelle, d'éléments qui ont été générés. Et surtout aussi se pose la question des biais cognitifs. Est-ce que mon entreprise, quand elle communique, elle veut, dans ses images, mettre des symboles qui ont, on va dire, une certaine connotation politique et qui ne sont pas forcément visibles à quelqu'un qui est un peu néophyte. Voilà, plus la manipulation de l'information et autres. On va développer ça. Ouais. Voilà. Stéphane, on ne vous a pas encore donné la parole. Vous êtes designer produit aux côtés de votre frère. Vous avez, vous, une appétence assez forte pour les technologies, la réalité virtuelle, entre autres, dont on a parlé ensemble. Et vous faites un peu de ce qu'on appelle du vibe coding. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs outils. Donc il y a les LLM. Il y a l'IA générative et le vibe coding. Alors le vibe coding, oui, ça a été impressionnant la première fois où j'ai essayé de travailler avec et de modéliser en fait. Vous pouvez nous décrire concrètement ce que c'est pour notre auditoire ? En fait, c'est discuter en fait avec l'IA pour coder en fait. C'est vraiment au lieu d'un prompt, on a une discussion et du coup on va coder une application par exemple. Et du coup, nous on a commencé par le faire en interne pour vibe coder une application qui nous permet de faire du brainstorming. Nous, on a quand même une sorte de... par rapport à la sécurité, à l'INPI, la protection, tout ça, on essaye de travailler en local. Donc, on monte des serveurs locaux. Et sur ça, on a fait une application. Et à un moment donné, cette application elle répondait bien à ce que je lui demandais. Puis à un moment donné, elle ne répondait plus et je n'ai pas pu revenir en arrière. Il y a un biais, c'est le fait d'avoir une sorte de déficit technique, une dette technique. Et en fait, ça, c'est vrai que pour les porteurs de projets, c'est intéressant à savoir, c'est que derrière, c'est codé par l'IA. Il faudrait un développeur derrière pour corriger. Moi, je ne le suis pas, c'est pas arrivé. Donc là, le retour d'expérience que vous nous faites, c'est on peut l'utiliser pour faire des petits prototypes, c'est ça, oui, pour faire des tentatives des d'expérimentation. Mais si on veut aller plus loin vers un produit fiable, industrialisable, là, ça devient très compliqué. Oui. Là, on se retrouve face à cette dette technique et du coup, là, il faut faire appel à un professionnel. Je pense qu'un professionnel, du coup, ces outils-là lui permettent d'aller plus vite. C'est un peu le but du jeu, c'est d'aller plus loin et plus vite et pas de remplacer. Moi, c'est ce qu'on essaye de faire à l'agence, c'est de se dire non, l'humain, on en a besoin. C'est un petit peu comme à l'époque de l'impression 3D. On est allé plus loin en maquette, mais du coup, ça ne remplace pas les maquettes, alors qu'on pensait que l'impression 3D allait nous enlever cette partie-là du métier. Oui, donc c'est un premier frein quelque part pour le passage à l'échelle et l'industrialisation. C'est ça. Victor, parmi les autres freins que vous observez, vous avez vu aussi des freins culturels, c'est ça ? Sur l'adoption de l'intelligence artificielle, ce que vous avez observé, vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, en fait, on est sur certains scientifiques considèrent actuellement l'intelligence artificielle comme une des 4 majeures révolutions, donc avec, par exemple la révolution industrielle. Et comme toute nouvelle technologie apporte des nouveaux usages, des nouvelles utilisations, des transformations métiers, on peut le voir, même dans la presse, énormément on a vu quels métiers vont disparaître face à l'IA. Donc il y a une certaine, je pense que c'est plutôt une culture plutôt française, quand on voit par rapport aux sociétés américaines aussi, qui va tout de suite attraper le sujet à bras-le-corps et se dire, ok, l'innovation technologique, qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux améliorer mon potentiel de croissance, comment je peux améliorer ma techno, mes futures technos. Là où des sociétés plutôt européennes vont plutôt être distantes avec cette innovation et plutôt essayer de ralentir le plus possible la transformation technologique. Sur certains points, donc ça peut être des grands groupes tout comme des petites startups qui, on échange avec, sont contre tout ce qui est IA et au final quand on échange un peu plus avec elles, parce que l'IA ça veut tout et rien dire au final, vont quand même utiliser certaines briques technologiques et culturellement se sont adaptés facilement. Je pense que c'est vraiment une question de culture dans le sens où on a un petit peu peur de tout ce qui se passe autour. Justement, Jean-Denis parlait de la donnée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est une question de la culture. Vous avez votre donnée, pensez à la protéger, lisez les conditions, regardez où est-ce que vous les mettez, et comme ça, vous apprenez à utiliser l'outil, et donc vous allez changer un petit peu votre vision et votre culture liée à cette nouvelle technologie.
Alors, on freine un peu avec de la régulation, de la réglementation, mais au final, on se rend compte d'une chose que vous me dites, Victor, c'est qu'on est copié sur cette réglementation. L'Union européenne est copiée. Exactement. Donc, depuis un petit moment, il y a l'IA Act qui a été justement en gestation, qui maintenant a été adopté l'année dernière. Et pour beaucoup, on voyait sur les réseaux sociaux, à droite à gauche, la Chine et les États-Unis innovent là où l'Europe vient réguler. Donc il y avait cette vision, on régule, donc c'est mauvais pour les marchés. À mon sens, pas du tout. Au contraire, on vient apporter un cadre juridique. On vient donner, OK, ce que vous avez, comment faire pour vous protéger et protéger les autres. Et on a justement les États-Unis, qui globalement est connu comme l'un des États les plus libéraux au monde, est venu s'inspirer de cette IA Act, notamment pour créer, alors uniquement en Californie, la Cour fédérale californienne a décidé de créer justement une sorte de charte de l'IA qui est plus ou moins calquée sur le modèle de l'IA Act. Alors plus ou moins calquée, pourquoi ? Parce que la Californie, c'est la Silicon Valley, ce sont les grosses entreprises de la tech américaine qui viennent brasser une quantité de data qui est bien supérieure à celle européenne. Donc ils viennent quand même adapter cette IA Act, mais juste pour dire que, OK, on légalise en Europe, on vient réguler, mais certains pays très libéraux viennent s'en inspirer, notamment la Californie, là où toute la technologie américaine se fait. Oui. Alors cette technologie américaine, on voit que elle est utilisée. Stéphane, je vous redonne à nouveau la parole. Vous m'avez donné un chiffre intéressant avec Lovable. Alors vous allez nous expliquer tout de suite peut-être ce que c'est. Lovable, oui. Vous vous rappelez de ce chiffre-là ? Oui, tout à fait. C'est des applications qui sont codées, donc avec le vibe coding dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, sur 1700 applications codées, il y avait 166 failles de sécurité. Donc c'est énorme. Enfin, voilà, on a l'impression qu'on a un monde qui est ouvert, mais il faut quand même avoir un contrôle dessus. Donc ça nous permet d'aller vite, facilement, mais au final, il y a beaucoup de problèmes. Jean-Denis, un commentaire là-dessus, c'est quelque chose qui vous étonne que justement des outils d'automatisation, de création de code présentent autant de vulnérabilités critiques ? Non, pas du tout. Et puis ça a toujours existé, c'est-à-dire que dans le passé, les développeurs copiaient du code de Stack Overflow, qui était un site connu, et ce site a servi d'entraînement à ces moteurs. Donc ces moteurs répliquent, on va dire, les erreurs du passé. Le point qui est important, c'est qu'il faut avoir conscience de l'outil, c'est-à-dire qu'un outil, ça a des forces et des faiblesses. Et donc, typiquement, dans le cas du vibe coding, pour faire un maquettage, c'est tout à fait pertinent. Pour aller assez vite, pour faire une page web ou un site web, c'est quelque chose qui est particulièrement pertinent. Par contre, derrière, à partir du moment où on va en vouloir créer une application qui va servir à des utilisateurs finaux payants ou pas, il va falloir protéger leurs données et donc mettre en place les mesures de sécurité, de vérification de code, de scan, voire avoir un développeur qui fait une revue de code pour s'assurer de la conformité. Et derrière, avec quand même une complexité, c'est que c'est l'outil qui vous aura fourni ce développement, donc vous n'avez pas la même interaction avec cette machine, comme ça a été justement dit, c'est-à-dire de revenir en arrière par rapport à un développeur ou un prestataire avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc c'est un point à garder en tête. Et n'oubliez pas que les vulnérabilités de demain, on ne les connaît pas encore. Donc l'application, elle va devoir vivre dans le temps et vous allez avoir une maintenance à faire. Et cette maintenance en vibe coding, aujourd'hui, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais bien aussi, dans le cadre de cette table ronde, qu'on essaye de se situer un peu à hauteur de PME et donner des conseils concrets aux entrepreneurs qui nous écoutent. Et à ce titre, Natalia, sur ce sujet, vous m'avez dit la connaissance des données disponibles, c'est quand même quelque chose d'important, y compris d'anticiper l'adéquation avec la protection de ces mêmes données. Oui, en fait, il est évident aujourd'hui que lorsqu'on utilise de l'IA, quel que soit le type d'IA, finalement, on a derrière des modèles mathématiques qui utilisent de la donnée qui a été partagée par des tiers, mais que nous aussi, on va devoir partager probablement ou potentiellement. Et du coup, tout utilisateur d'IA ou tout développeur de modèles mathématiques pour de l'IA devra réfléchir à cette information. La donnée qu'il va intégrer dans la brique utilisée, eh bien, en fait, il faut exactement comprendre ce qu'elle va devenir. Va-t-elle être partagée? Va-t-elle être utilisable? Et pour moi, pour BPI France, le conseil qu'on donne aux entreprises, c'est
dès lors qu'on commence à réfléchir IA, il faut qu'on commence à parler cybersécurité. Et alors, avec tout le respect et pour dédramatiser un petit peu, je vous aurais bien servi un café, mais en l'occurrence, je vais juste faire une blagounette. C'est pas grave si vous ne rigolez pas. On n'est pas dans le monde des espions. En fait, qui dit cybersécurité dit juste déjà protection de la donnée, savoir ce qu'on a comme donnée et est-ce qu'elle doit être protégée et comment elle va l'être. C'est vraiment des réflexes à avoir. Moi, je compare souvent le développement de l'IA qu'on connaît aujourd'hui à ce qu'on a vécu, moi, à l'école d'ingénieur dans les années 98. On n'est pas obligé de donner les années. Vous devinerez mon âge. Donc, on avait Internet. Et au fait, à l'époque, on n'imaginait déjà pas utiliser Internet sans avoir un antivirus. Et bien, en fait, c'est la même chose. Aujourd'hui, on n'imagine pas utiliser l'IA sans protéger ce qu'on a entre les mains et ce que, du coup, on doit mettre dans les outils que l'on utilise. Merci. Yannick, un problème aussi que vous voyez très concret, c'est qu'il y a une sorte de déconnexion avec la réalité industrielle. C'est-à-dire que l'IA, elle est un peu évanescente comme ça, complètement virtuelle, mais à la fin, on doit faire des choses concrètes qui fonctionnent. Oui, parce que je le disais tout à l'heure, mais en fait, quand on génère à partir d'un prompt, on génère à l'instinct, et c'est vrai que c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose qui arrive de manière construite. Et donc l'idée, c'est vraiment de s'en servir pour avoir, on va dire, pour récupérer un petit peu les données qu'on a de cette génération d'images ou de produits, mais il faut s'en servir pour reconstruire un produit et puis donc du coup définir un cahier des charges complet. Alors comment vous cadrez cette relation avec vos clients? Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. De toute façon, ils utilisent l'IA, ils arrivent avec, et vous êtes obligé de travailler à partir de ça. Comment vous cadrez un petit peu tout ça? En fait, on redéconstruit, donc on fait beaucoup de sensibilisation sur notre métier, on va expliquer un petit peu d'où on part, ce qu'on fait et comment on analyse. Mais pour nous, l'IA, dès lors qu'elle est intégrée dans un projet, il faut que ça soit une composante du cahier des charges. Et donc, dès l'amont, savoir où on veut aller avec cette IA, quelles données on va récupérer et ce qu'on va en faire. Et si on a cette réflexion dès l'amont, du coup, on arrive vraiment à construire quelque chose de peu plus sécurisé et qui va être pérenne. Après, sur le côté réalité industrielle, c'est compliqué parce que forcément, quand on arrive avec des images qui n'ont pas eu les réflexes qu'un designer va avoir, c'est-à-dire rebondir sur la culture, sur la technique et faire des ponts entre tous ces éléments-là, on arrive à quelque chose qui est plus de l'ordre du rêve que de la réalité. Oui. Alors, Stéphane, en préparant cette table ronde, vous avez eu un mot très fort. Vous m'avez dit l'IA, quelque part, fabrique une sorte de moyenne, un appauvrissement créatif. Oui, en fait, on le voit des fois. Enfin, on commence à le voir. Il y a eu un article à un moment donné qui disait que les images générées, par exemple, par l'IA générative, commençaient à jaunir. Et en fait, c'est parce qu'on fait une moyenne un petit peu, c'est une standardisation un petit peu des données, et puis on fait des data de data. C'est une sorte de consanguinité numérique à bout d'un moment qu'on obtient. Donc à un moment donné, il va falloir redonner un souffle à tout ça ou trouver une parade. Mais c'est vrai que oui, il y a un lissage. Alors comment on évite ça? Comment on évite cette... il y avait un autre mot que vous avez prononcé, vous avez dit bâtardisation. Je trouvais très très fort aussi celui-là. Comment on évite cette bâtardisation de l'IA? La bâtardisation, c'est le côté consanguinité. Ce sont les biais dont parlait Jean-Denis tout à l'heure, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Comment on y échappe à ça? En intégrant l'humain. L'IA, c'est un outil et l'humain doit rester dans l'intention initiale. Donc c'est juste ça. D'accord. Et quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité, ou en tout cas un enjeu ici qui est caché, qui n'est pas forcément trop visible et qui nous amène sur des sujets liés peut-être à l'impact éthique et sociétal? Je voulais aussi qu'on balaye rapidement ce sujet dans le cadre de cette table ronde. Victor, vous m'avez dit, là, pour vous, c'est pas forcément un sujet de l'INPI, cette question-là, ça relève plutôt d'une position gouvernementale ou nationale, mais quand même, il se passe des choses. Il y a des études, il y a des événements, l'IA Summit. Est-ce que vous avez quand même un commentaire à nous faire justement sur ce sujet qui est en train d'émerger de plus en plus fortement, justement, de l'impact éthique et sociétal de cette utilisation, de cet usage de l'intelligence artificielle?
Alors, oui, pour le coup, il y a une notion, enfin, il y a une volonté étatique de prendre encore ces sujets pour ne pas avoir du retard, en fait, sur tout ce qui est question technologique liée à l'IA, que ce soit la création, le déploiement et l'utilisation. Donc, pléthore d'événements sont faits autour de ça pour justement sensibiliser les entreprises. On a eu l'IA Summit, justement l'ANSSI pouvait intervenir, BPI était présent pour accompagner tous les futurs startups, porteurs de projets, PME, ETI aussi également, sur la culture de l'IA, le développement, la création et l'utilisation, pour justement redonner à cette question française une place de leader européen dans ces innovations-là. Donc oui, il y a une volonté étatique de prendre le train en marche, on va dire, sur ces questions-là. Rien qu'à voir avec le chat qui a été valorisé, les investissements. Mistral, voilà, l'entreprise Mistral. Donc on a toutes ces questions-là étatiques qui sont à prendre en compte. Alors sur la question de la mesure d'impact, Natalia, vous avez des choses à nous dire évidemment, et vous m'avez dit il ne faut pas se baser uniquement sur le marketing autour de l'IA, parce que on en entend beaucoup parler. Alors justement, je vous pose la question, quelles sont les choses qu'il faut justement observer, regarder de près? Alors c'est vrai que lorsqu'on travaille dans le financement de l'innovation, on a des modes que l'on rencontre. Alors, il y a quelques années, c'était la blockchain. Aujourd'hui, c'est l'IA. Sous couvert d'utilisation du terme IA, qui peut relever, en fait, qui peut être réel, ça peut être des modèles mathématiques. Après tout, c'est jamais que des modèles mathématiques, l'IA. On a l'impression qu'on porte quelque chose d'hyper différenciant et que finalement, on va convaincre et des financeurs et des clients d'utiliser finalement notre offre. C'est un petit peu, en fait, il faut faire attention à ce qu'on utilise. Derrière, comme je vous l'ai dit, on utilise de la donnée, des modèles mathématiques, et il faut toujours se poser la question, lorsqu'on est dans une entreprise, de l'adéquation des moyens et de l'usage que l'on veut en faire, du résultat qu'on veut obtenir. Doit-on réellement faire tourner 4 heures un serveur pour faire quelque chose qu'on pourrait faire avec un tableau Excel? Je ne suis pas certaine. Pas certaine en termes d'impact environnemental, pas certaine en termes de rapidité d'exécution, pas certaine en termes de coût de réalisation. Et donc, il faut toujours adapter le besoin de notre outil à notre réelle utilisation et à notre besoin. Et il faut faire attention, du coup, de ne pas tomber dans du marketing où on utiliserait de l'IA parce que c'est sûrement très, très, très bien, mais il peut y avoir d'autres utilisations, des outils autres utilisés. J'aime bien donner un exemple par rapport à ce qu'on connaît ou ce qu'on a déjà rencontré. Donc il y a quelques années, il y avait donc la mode de la blockchain, et donc on avait des gens qui venaient nous voir avec l'idée de sécuriser par exemple l'accès à un casier vélo partagé avec de la blockchain. Et en fait, un modèle de blockchain, ça fige l'unicité d'un acte pour toute la vie, quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir dans 20 ans que cette personne est rentrée à ce moment-là? Ça, je peux le savoir autrement, en plus. Et que ça sera figé quelque part, pas vraiment. Et donc, l'utilisation de cet outil était purement artificielle. Et aujourd'hui, on aura la même chose pour l'IA. On aura des besoins qui peuvent être traités différemment. Et va se poser aussi la question des contraintes associées à l'IA, puisqu'on a, selon les secteurs d'activité, et notamment la santé en est un, on va avoir besoin d'expliciter les modèles qu'on utilise. Et à ce moment-là, on va se poser la question du parfait équilibre. Je parle toujours d'équilibre dans une entreprise. Dois-je me présenter comme IA et donc relever des défis réglementaires, ou dois-je me présenter comme un modèle mathématique et pas relever des défis réglementaires? Il y a du pour, il y a du contre, il y aura des avantages, il y aura des inconvénients, mais un chef d'entreprise passe sa vie à faire des choix. Et donc, le choix de l'IA, eh bien, en fait, il faut le faire à la lumière de ce qu'on doit en faire. Parce qu'il y a aussi un travers à l'IA, hein, outre le fait que ça va polluer et que ça va nous coûter plus cher, peut-être, il y a aussi le fait qu'il faut se l'approprier et qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de se l'approprier. Avec le temps, tout le monde le sera. Mais lorsqu'on se lance dans un programme intégrant de l'IA, il faut bien le préparer et il faut être conscient qu'il faut très bien le préparer. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Denis, vous allez encore plus loin, si je puis dire, puisque vous nous dites, vous m'avez dit, l'IA est un outil économique et politique. Vous avez quasiment une vision géopolitique, je puis dire, sur la question. Et vous avez souligné aussi ce risque de dépendance qu'on a à des solutions tierces et étrangères.
Et puis, dans votre raisonnement, ce que j'ai aussi trouvé très intéressant, c'est que vous m'avez dit il y a aussi un risque de déshumaniser les processus. Parce que justement, j'aimerais faire le lien avec la question éthique et sociétale, si on peut vous entendre aussi sur ces sujets-là. Alors on va parler résilience, donc, qui est un point important aujourd'hui dans notre contexte. Donc il y a deux choses à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui la plupart des modèles sont consommés sous forme d'abonnement, donc avec une dépendance avec des fournisseurs. Et comme vous le savez, aujourd'hui, mis à part un fournisseur, la majorité sont américains ou chinois. Et donc on a une dépendance avec une vision d'un entraînement et de choix qui ont été faits par ces outils et qui ont un impact. Et le deuxième point, c'est que je vois aujourd'hui des entreprises qui disent on va remplacer 20 personnes par une IA qui va nous permettre par exemple de rédiger des factures, tout simplement. Donc j'ai mes bons de commande, l'IA va les lire, elle va les rentrer dans le CRM, ça va générer ensuite dans mon ERP, donc dans mon système, ça va automatiquement me générer les factures sans aucune intervention humaine. Si demain un gouvernement américain décide de couper les services à l'Europe pour une raison X ou Y, comment votre entreprise va être en mesure de continuer à facturer si il n'y a aucun humain capable de connaître votre processus de facturation, si vous n'avez même plus d'interface graphique qui permette à un utilisateur de venir saisir de l'information parce que vous avez tout fait de manière, on va dire, informatique par ce qu'on appelle des API, donc des tuyaux entre applications. Donc ça, c'est des points à garder en tête. Et il faut que le dirigeant d'entreprise se dise alors Internet, on l'a toujours connu, ça a toujours fonctionné, mais ça arrive d'avoir des coupures de courant, ça arrive d'avoir des coupures de réseau, ça arrive d'avoir des éditeurs de logiciels qui subissent des cyberattaques et qui ne sont plus en mesure de fournir le service qui était attendu. Je pense par exemple à Octave, qui était un ERP, donc un back-office dans le SaaS, et qui a subi une cyberattaque. Donc derrière, il y a des librairies qui ont perdu leur capacité à gérer leur stock, à faire des commandes, à envoyer. Donc il faut garder en tête le fait que quand vous rajoutez une brique d'IA, pour l'innovation, il faut que le dirigeant ou le responsable du projet ait en tête un mode dégradé qui permette à l'entreprise de survivre à une défaillance de cette IA. Je pense que c'est très important effectivement de le rappeler. Donc on voit que finalement cette arrivée de l'intelligence artificielle dans les organisations, dans les métiers, elle emmène avec elle beaucoup de bouleversements. Elle emmène aussi l'émergence de nouvelles compétences. Donc là je me tourne vers nos amis designers. Et vous, ce que vous nous dites, Yannick, c'est que parmi ces nouvelles compétences, il y a peut-être, enfin celle que je retiens et où j'ai envie de vous entendre parler, c'est celle de cet esprit critique. Qu'est-ce que c'est ? L'esprit critique, c'est savoir remettre en question ce qu'on produit avec l'IA. Donc c'est tout le temps se remettre en cause sur quel impact ça va avoir au niveau des emplois, quel impact ça va avoir au niveau de l'environnement, au niveau de l'économie. Donc on va dire, c'est une donnée qu'il faut intégrer sans cesse dans le process de développement d'un projet. C'est à chaque étape revenir critiquer, revenir un petit peu sur la production pour se dire est-ce qu'on va dans le bon sens et qu'est-ce qui ne va pas dans l'intégration de l'IA par rapport à ce qu'on a produit. Alors, je crois que Stéphane, votre frère, est aussi d'accord sur l'esprit critique. L'esprit critique, oui, c'est vraiment une qualité humaine qu'on a. Ça, l'abstraction, le fait de volontairement, par exemple, aussi aller vers l'inachevé. Nous, je sais que, par exemple, au niveau de l'agence, on fait les premières étapes, on fait à l'esquisse, même si on sait très bien faire des images de synthèse, on ne veut pas conserver de l'inachevé dans le processus. Ah oui, on sous-estime l'importance de l'inachevé, de l'erreur, de l'erreur d'interprétation. Dans un brainstorming, quand on fait des propositions d'idées, le fait de rebondir sur une idée en disant « je pensais ça, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est intéressant ton idée », tout ça avec l'IA, c'est un peu compliqué. Oui, donc l'esprit critique, l'abstraction, enfin voilà, il y a des qualités humaines qu'on a à cultiver, et l'esprit critique pour analyser les résultats qu'on obtient avec l'IA justement. Oui, parce que parfois ça nous embarque dans des choses. Vous m'aviez partagé une anecdote de votre quotidien. Vous aviez créé des assistants pour faire de la veille automatisée. Oui. C'est ça. Et puis un jour, quelqu'un vous interpelle en vous disant... Pour faire des posts, en fait. Pour faire des posts sur LinkedIn, on a créé tout un scénario avec plusieurs IA branchés par MCP. C'est pareil que les API. Enfin, c'est
un connecteur, et en fait, au bout d'un moment, on va tuer les réseaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une analyse par un assistant IA qui va déceler des sujets intéressants, une autre qui va rédiger, une autre qui va générer l'image, et l'autre qui va poster. Et on va se retrouver dans la rue, en fait, à se dire « Ah, j'ai vu que tu avais liké mon post. » Je vais dire « non, c'est mon assistant qui l'a liké. » « Ah, ça tombe bien, moi, c'est mon assistant qui l'a écrit. » On va tourner J'ai en failli rond. envoyer mon assistant IA animer cette table ronde ce matin. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et bon, ça nous fait rire, mais vous nous rassurez aussi en nous disant que bon, on s'est déjà inquiété quand il y a eu l'arrivée de la calculette à l'école. Ben oui, oui. De manière très calme, vous nous dites ouais, les enfants ont continué d'apprendre après la calculette, quoi. On a pensé que ça allait tuer le calcul mental, ça l'a sûrement un peu tué. Mais ça a permis aussi d'aller vers d'autres notions de mathématiques plus vite, plus rapidement. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec l'impression 3D. Quand nous, on faisait des maquettes avec de la mousse d'isolation qu'on coupait, qu'on passait à la résine. Enfin voilà, on faisait des trucs manuels. Quand on a eu l'impression 3D, on s'est dit on va plus faire de maquettes. Et au final, on n'en a jamais fait autant. Donc faut pas casser l'outil, quoi. Sur cette question, merci. Sur cette question des nouvelles compétences, Victor, il y a un esprit critique. Vous m'avez répondu curiosité. Et puis après, vous m'avez parlé un peu des usages à l'INPI. Comment vous pouvez nous raconter ça ? Alors oui, déjà, comme tout nouvel outil, globalement, on est un peu tous des enfants. Dès qu'on a un nouvel outil, un nouveau jouet, la première chose qu'on veut faire, c'est le tester, voir comment ça fonctionne, voir quelles sont les fonctionnalités. Donc il va y avoir la curiosité. Quel est le système d'IA, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux lui demander, quelles sont ses limites. Donc ça, on va dire d'usage. Il va y avoir des questions de curiosité aussi juridiques et de protection, justement. Donc là, on va rejoindre l'ANSSI. Quelles données je donne, comment elles vont être utilisées, comment je peux, moi, les utiliser. Et si je le déploie, comment est-ce que je peux contractualiser autour de cette IA pour encadrer ces questions-là. Donc on va monter en compétences aussi en tant que porteur de projet, développeur, sur toutes les questions juridiques et techniques. En interne, on va arriver sur une transformation des métiers, non pas comme l'IA va, je ne pense pas, remplacer l'humain, au contraire, il y a toujours un volet de vérification derrière. Encore maintenant, alors, sauf mon cousin de 17 ans qui lui utilise l'IA sans vérifier, mais globalement, va y avoir des questions de vérification derrière. Est-ce que ce que je lui ai demandé, ça correspond à ce que je veux vraiment, et surtout le résultat correspond vraiment à ce que je veux. Donc, il va y avoir une question aussi en dehors de la curiosité, de formation aux équipes dans les sociétés, j'espère, je pense que c'est le cas d'ailleurs, autour de l'IA. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps que le ministère des Finances lançait un assistant IA pour 10 000 collaborateurs du ministère des Finances. Et je pense que ces personnes sont aussi sensibilisées. On leur apprend à utiliser le système pour utiliser l'IA comme un outil. Et justement, on va dire, rendre plus rapide des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Je vois dans mes études, c'était en 2018-2020 pour le coup, l'IA commençait à faire un grand boom. On l'utilisait à chaque fois, non pas pour rédiger nos mémoires, non, mais pour tout ce qui est question Excel, par exemple, les formules, on n'a pas trop l'habitude de les utiliser. On utilisait l'IA justement pour nous aider dans ces questions-là, et après on jouait avec. Et l'Université de Strasbourg, en son sens, a donné des petites cours, des petites formations pour justement gérer les prompts dans certaines utilisations de l'IA. Donc se former, ça fait partie des bonnes pratiques sur ce sujet, c'est ça ? Exactement, un peu comme l'informatique. Alors pour le coup, je pense que je suis né, l'informatique était déjà là, mais je pense qu'il y a eu une transition pour les sociétés. Je vois mon père avait une pharmacie. Avant, toutes les ordonnances, les ordonnanciers étaient tenus à la main, et il y a eu après une sensibilisation de ces équipes, justement pour des nouveaux logiciels métiers, pour le suivi des stocks et de gestion des ordonnances. Donc il y a eu une acclimatation, une sensibilisation à tous les corps de métier, à justement l'arrivée de l'informatique dans quelque chose qui était plutôt très traditionnel. Et on arrive dans cette nouvelle catégorie justement où on a le numérique. Maintenant, on vient automatiser certaines tâches. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, et justement le résultat, comment est-ce qu'on peut vérifier que ce soit qualitatif ou non. Ok, alors imaginons, je suis un entrepreneur, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de pousser un projet IA, de venir discuter avec Transtech. Je commence par quoi, Nathalie, finalement ? C'est quoi le premier réflexe qu'il faut que j'ai ? Déjà, je me dirais quel est mon besoin ? Voilà. Est-ce que j'ai besoin finalement d'utiliser de l'IA ou autre chose ? Si je trouve pas autre chose, peut-être donc que c'est de l'IA.
Est-ce que je vais utiliser une brique qui existe déjà, donc aller consulter une entreprise offreur de solutions et lui demander de développer quelque chose à façon, ou est-ce que je vais utiliser un outil que je pourrais utiliser moi-même. Derrière, on parle d'un projet. Ça veut dire qu'il va falloir tout piloter. Qui va travailler dessus? Parce qu'en fait, la problématique des outils qu'on ne maîtrise pas vraiment au départ, c'est que ça peut vite dériver dans le temps. Donc, il va falloir définir déjà, bon, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Est-ce qu'on peut expliquer dériver, peut-être pour le... Alors, dériver, ça veut dire, se dire, oui, alors, je dis au hasard, je veux automatiser un process de relance client pour mes factures. Voilà, de l'innovation de procédés qui est probablement proposé par un offreur de solutions en mode SaaS, voilà, peu importe. Si je ne sais pas qui va piloter le projet, il va prendre du retard. Si je ne sais pas quelles sont les factures déjà que je vais vouloir traiter, il va prendre du retard. Si je me dis, je prends tout, il va prendre du retard. En fait, tout ce qui ne sera pas extrêmement maîtrisé va conduire à des délais supplémentaires. Et en fait, moi j'aime bien les images, c'est comme la cuisine. Si on vous dit faites une brioche feuilletée et que vous vous dites c'est bon, je me lance, sans la recette, sans les ingrédients, sans les temps de pousse, sans les températures, ça ne va pas marcher à la fin et finalement la brioche, vous ne la mangerez pas. Et bien c'est pareil pour de l'IA, lorsque l'on se lance dans un projet d'IA, si on ne maîtrise pas tout, à la fin, ça ne sera jamais fini et vous ne l'utiliserez pas. Et donc, c'est vraiment une zone de vigilance. Et là encore, dans 3 ans, ça sera totalement différent. On sera plus habitué, des gens seront formés justement pour piloter ce type de projet. Et donc, on ne sera pas du tout dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, on est plutôt des early adopters, enfin, même si ça a 10 ans. Et en réalité, les réseaux de neurones, ça existe déjà chez les mathématiciens depuis les années 60, sauf qu'on savait pas, on n'avait pas de capacité de calcul capable d'utiliser ces réflexions. Mais aujourd'hui, on est dans les early adopters, et donc on va être confronté à tous ces sujets-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se les approprier. Plus tôt on se les approprie, meilleur on sera. Mais il ne faut pas être naïf et se lancer fleur au fusil en se disant « je mets IA dans mon projet, dans 2 mois, ça roule tout seul ». Ce n'est pas vrai, c'est une vue de l'esprit et c'est un risque que l'on prend si on n'est pas conscient qu'il faut bien préparer un projet pour éviter que ça ne dérive. Dérive, ça veut dire que ça prenne plus de temps et qu'à la fin, ça ne marche pas. Alors ça tombe bien, on a quelqu'un qui n'aime pas le risque, qui n'est pas naïf, c'est Jean-Denis. Et il a des choses à nous dire aussi sur ces utilisateurs précoces dont vous nous avez parlé, Natalia. Quels sont j'ai envie de dire un peu les bêtises les plus fréquentes ou les problèmes les plus courants sur lesquels vous voulez nous sensibiliser, Jean-Denis? Alors, il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, il y a une en 2 minutes. Rapidement, il y a une première chose, c'est que vous avez, quand vous prenez un outil, par exemple, de réseaux neuronaux, vous rentrez vraiment dans votre structure une boîte noire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même des brevets pour essayer d'expliquer comment un réseau neuronal arrive à faire ses décisions. Donc, vous sortez du monde cartésien, c'est-à-dire que vous avez potentiellement quelque chose qui peut dans le temps vous répondre quelque chose de mauvais au bout d'un certain moment, un biais. Donc vous êtes sur une obligation de contrôle qui est permanente avec cet outil-là parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de l'expliquer de manière cartésienne, ce qui est un des sujets sur l'IA. Et ensuite, moi je vois dans les menaces, la première c'est le vol tout simplement. Le vol qui peut être le vol de vos licences logicielles. On ne parle pas des bijoux du Louvre, là, on est d'accord. Oui, on n'est pas. Ça peut être les bijoux de l'entreprise, hein, mine de rien, parce que si vous avez entraîné un modèle avec, on va dire, une valeur ajoutée, des personnes peuvent venir vous faire de la distillation, récupérer ces informations d'entraînement pour les utiliser dans leur propre modèle. Donc ça, c'est un point. Ou voler si vous avez mal protégé votre application, voler vos clients ou voler on va dire les clés de licence qui permettent d'utiliser des services payants et abuser de ce que vous allez payer et avoir des factures à la fin du mois qui peuvent être exorbitantes si ceci vous arrive.
L'IA, il ne faut pas la voir comme le grand Satan, hein, c'est pas ce que je dis, absolument pas. Par contre, je ne veux pas qu'on soit aussi de l'autre côté en disant je le prends sur l'échelle, je la mets dans mon entreprise et tout va bien se passer. C'est pas du tout le discours. Le discours, il est, vous allez avoir une boîte noire et vous faites un travail d'analyse, d'esprit critique, comme ça a été indiqué, en pesant les risques, le pour et le contre. Et il faut être conscient du volume d'informations que vous allez traiter et du périmètre métier dans lequel l'IA va devenir incontournable. Et moi, le risque majeur que je vois aujourd'hui, c'est des entreprises qui décident de monter la totalité de leur business model autour de l'IA sans se poser la question d'une défaillance ou d'une problématique. Et donc derrière, de se mettre à risque lors du premier petit incident sur la route, et Dieu sait qu'il y en aura. Oui, tout à fait. Alors, heureusement, pour se prémunir entre autres de ces risques-là, on peut aller lire les publications de l'ANSSI, où d'ailleurs Jean-Denis m'avait dit qu'il y avait un très bon livret de sensibilisation sur les risques de cybersécurité, mais on peut se former et on peut aussi se renseigner sur le cadre réglementaire. Et Natalia, c'est quelque chose que vous avez pointé aussi, c'était comme quelque chose qu'il fallait prendre en compte dès le départ, de bien connaître son environnement réglementaire, parce que c'est quelque chose finalement qui va conduire à la réflexion stratégique de l'entrepreneur et de l'entreprise, et puis peut-être aussi qui va l'aider à anticiper un certain nombre de risques. Oui, exactement. Et là, on retombe vraiment dans la définition d'un projet lié à l'innovation. Il faut bien comprendre lorsqu'on vise un marché, lorsqu'on choisit une technologie, quels sont les aspects réglementaires associés et quelles sont les contraintes associées. On aura évidemment une contrainte, la première contrainte, ça sera, comme je vous l'ai dit, la protection des données, être capable de s'affranchir de l'outil le jour où il s'arrête de fonctionner, vous en avez parlé. Ça nous concerne, nous, entreprises, enfin, vous, entreprises. Après, il va y avoir des contraintes réglementaires, donc on parle de l'IA Act, on parle donc de différents niveaux finalement de contraintes réglementaires en fonction des outils que l'on utilise IA, enfin qu'on développe ou qu'on utilise, et en fonction aussi des secteurs d'activité. Une entreprise de la santé qui serait par exemple un outil d'aide à la décision de prescription de médicaments, ou un outil d'aide, enfin ou un outil de diagnostic, on ne parle plus d'aide mais de diagnostic d'une tumeur. Vous imaginez bien qu'il faut être sûr de comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce que la décision est prise, quels sont finalement, on confie l'identification d'une pathologie à une brique mathématique et on s'affranchit d'un médecin. Donc, à cet extrême de confiance apportée à un outil, il faut qu'on puisse justifier que cet outil fonctionnera et qu'il n'y a pas de dérive et ainsi de suite. Et donc, en prenant en compte ces contraintes dès le départ, on s'évite d'être naïf et on évite de se lancer dans un truc alors qu'on aura bien préparé, puisque vous avez écouté qu'il fallait bien préparer un projet d'IA, d'accord ? Mais en ayant oublié la fin, c'est-à-dire il faut que je sois capable réglementairement de fournir ces informations, ces modes opératoires et ainsi de suite. Et si on oublie de le faire, on retombe sur ce que vous disiez au départ, îlot créatif, c'est-à-dire que, en fait, pour revenir en arrière et comprendre, des fois, on ne sera même plus capable de revenir en arrière et comprendre, notamment si on n'a pas été à l'initiative du modèle de fondation, du modèle mathématique, mais qu'on l'utilise. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment être conscient, mais pour tous les projets, mais en l'occurrence pour l'IA, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, du cadre réglementaire dans lequel on va s'inscrire pour éviter des écueils. Et dans le meilleur des cas, on a tout planifié, on n'est pas en retard et ça marche. Par contre, si on n'a pas le droit de l'utiliser, c'est un peu ballot. Donc, il faut vraiment prendre dès le départ cette contrainte en compte lorsqu'on veut utiliser et déployer un outil d'IA dans son entreprise. J'imagine, Victor, en tant que juriste, que vous êtes d'accord avec Natalia. Est-ce que vous voulez compléter justement ce volet sur l'environnement réglementaire à bien maîtriser avant de se lancer? Oui, complètement. Il y a très souvent, nous à l'INPI, quand on voit des entrepreneurs, le produit est déjà ficelé, le système d'IA aussi derrière est déjà sur les routes, le business plan, le business model, tout est fait. Et on vient nous voir plutôt en fin de processus créatif parce que tout ce qui est l'aspect juridique, quand on échange avec des avocats,
que ce soit en propriété industrielle ou même fiscaliste, ces questions-là, en fait, sont pas vendeuses, en fait. Pour l'entrepreneur, on veut tout de suite mettre en place l'innovation technologique, mettre en place le produit, le process, le marketing, le pricing, et tout ce qui est questions juridiques viennent en second plan. Et je rejoins complètement ce que disait Natalia. Les questions juridiques, à partir du moment où ça va être les règles du jeu de l'entreprise et du produit, à partir du moment où on a été sensibilisé, on a une feuille de route, on va avoir le produit qui va suivre facilement derrière. Dans le cadre de l'IA Act, notamment, donc ça fonctionne avec 2 niveaux de risque pour vulgariser un peu les systèmes d'IA. Et si je suis une entreprise qui veut développer un système d'IA avec de la prédiction sur des mouvements de troupes en défense, par exemple, on va passer dans des systèmes d'IA de risque qui vont être considérés par l'IA Act en risque élevé. Donc on va avoir des contraintes réglementaires qui vont devoir s'appliquer avec le temps, avec une double vérification, avec une traçabilité des données. Je suis en 2020, je commence à travailler sur ce sujet-là sans penser à l'IA Act qui est encore en gestation à ce moment-là, sans me renseigner, me dire ok, à quel niveau de risque je vais apparaître. Je vais me retrouver avec un lancement du produit en 2023-2024 et à partir de 2024-2025, j'ai l'IA Act qui rentre en jeu. Donc tout le développement produit va devoir globalement s'arrêter pour répondre au cahier des charges de l'IA Act. Et donc pour l'entreprise, ça va être une charge de coût humain et aussi de stress. Je suis CEO d'une société, on me dit que mon produit, je ne vais pas pouvoir le lancer parce qu'il faut que dans 2 ans, il soit en compliance avec l'IA Act. Il y a des cheveux blancs qui vont commencer à se faire. Donc toutes ces questions-là, il faut les prendre en amont du projet, même si ça peut être, pour le coup, ce n'est pas les sujets les plus intéressants pour l'entrepreneur. À partir du moment où on a les règles du jeu, tout le business plan, le développement produit va suivre de manière logique et facilement. Bon, finalement, donc on voit il faut se former, il faut penser à la cyber, il faut maîtriser son environnement juridique. Ça fait beaucoup de sujets à adresser avant de se lancer dans l'IA, mais est-ce que finalement, on ne va pas réussir à tirer le meilleur de l'innovation et de la régulation en ayant une approche un peu transdisciplinaire? Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a émergé naturellement du côté d'Ilo Créatif quand on s'est parlé. Vous m'avez dit que finalement, vous allez consulter, hein, vous vous entourez de beaucoup d'experts pour travailler. Hein. Alors peut-être que c'est quelque chose qu'on fait naturellement dans le design industriel, mais est-ce que vous voulez un peu plus nous expliquer justement cette approche qui intègre justement l'intelligence artificielle? Mais nous, au final, déjà, on le fait de manière naturelle. Hein. C'est-à-dire que quand on attaque un domaine ou un projet, on n'est pas des spécialistes du domaine en question. On s'imprègne forcément du domaine, mais il faut savoir s'entourer des spécialistes de leur domaine. Donc, si on a un projet qui intègre, on va dire, qui soit un objet connecté, qui va intégrer de la méca, de l'élec, déjà, de manière naturelle, on construit une équipe en amont. Donc là, maintenant, le but du jeu, ça va être aussi de s'entourer de spécialistes en IA, de manière à intégrer le cadre réglementaire dans le cahier des charges initial. Donc intégrer la réglementation de l'IA, c'est permettre son industrialisation, c'est ça que vous nous dites? Ça va permettre de dérisquer et de dérisquer chaque phase et puis d'arriver à sortir un produit qui soit complètement réalisable, industrialisable. Vous voulez rajouter quelque chose à ce que vient de dire votre frère? Effectivement, c'est dans la genèse en fait de la démarche design. La démarche design, on a le design thinking que nous on a intégré, qui est un mot à la mode et qui va maintenant dans tous les domaines. Mais c'est ce côté un peu transversal où au début on va faire de l'imprégnation et dans l'imprégnation il y a une recherche au niveau des réglementations par rapport aux produits sur lesquels on va travailler. Donc effectivement, comme on le disait, c'est intégrer en amont toutes ces données-là. Il y a les données techniques, mais il y a aussi effectivement en première ligne de mire les réglementations. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un produit. Donc de toute façon, si c'est un produit où il y a de l'IA, il faut faire la même chose. Il faut agir de la même manière. On arrive vers la fin de cette table ronde. Peut-être qu'on va avoir un temps de questions-réponses. Je ne sais pas si c'était... Ouais. Oui, ok. Alors là, c'est la phase où on donne les ultimes conseils. Victor, voilà, on a un entrepreneur, il veut se lancer. Le conseil qu'il doit absolument suivre. Alors,
se faire accompagner, il faut accepter de ne pas avoir les clés et les connaissances sur tous les sujets possibles, donc un accompagnement juridique, ne pas hésiter à solliciter des initiatives étatiques ou des banques, je pense pas l'INPI forcément, je vais faire mon autopromo, se rapprocher de la BPI aussi également pour justement avoir cette vision globale et de façon à avoir un projet qui dès le début est bien ficelé, bien encadré, pour avoir justement une fluidité de la mise en service du produit. Aujourd'hui, vous m'avez dit, bon, la cyber, comme la réglementation, finalement, c'est souvent vu comme un frein à l'innovation, pas forcément. Alors c'est souvent ce qui nous est opposé. Hein. C'est quand on vient, j'étais un peu anxieux à venir ici, parce que souvent on dit la cybersécurité, ça bloque l'innovation. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un élément essentiel. C'est-à-dire que il ne vous viendrait pas l'idée d'acheter une voiture électrique sans ceinture de sécurité, sans frein et à la rigueur sans radar maintenant de distance. Donc aujourd'hui, la cybersécurité, si vous travaillez dans le logiciel, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre produit. C'est pas un add-on qu'on va faire plus tard. Et la raison pour laquelle c'est pas un add-on qu'on fait plus tard, parce que quand vous allez vouloir le faire, ça vous coûtera 10 fois à 30 fois plus cher que si vous le concevez dès le départ. Donc c'est un point important à garder en tête, et ça sera même un différenciant positif par rapport à vos clients si vous pouvez prouver que la cybersécurité a été pensée dès le départ. Super. Justement, Yannick et Stéphane, un conseil à donner. Imaginez, vous devez vous donner un conseil à vous-même, c'était il y a 10 ans que vous auriez aimé le recevoir. Qu'est-ce que vous allez vous dire concernant justement cet usage de l'intelligence artificielle, je précise? L'utiliser, on va dire, comme un outil facilitateur qui va permettre. Alors nous, dans le process de création, je ne parle pas forcément dans le projet, mais l'utiliser comme outil facilitateur qui permet d'automatiser des tâches, mais rester le pilote du projet, voilà, et pas se laisser enfermer dans rester dans le pilote des vérités, du projet. Ouais. des fausses vérités. Voilà. Ouais, en fait, oui, c'est ça, c'est garder l'intention dans l'humain. On en a parlé ensemble à un moment donné, je vous disais que l'IA était prédictible. L'IA, on lui fait un prompt, c'est un cahier des charges pour nous, c'est exactement la même chose. C'est un cahier des charges et elle reste un cahier des charges. Nous, la plupart des dossiers qu'on a eu à traiter, on est sorti souvent du cahier des charges et c'est avec la proposition finale qu'on a abouti à un produit. Donc en fait, l'humain, il est là où on ne l'attend pas et il faut faire confiance à l'humain et utiliser l'IA vraiment comme un outil, c'est juste un outil, quoi. C'est juste un outil. Natalia, on vous laisse le mot de la fin. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire pour conclure cette table ronde? Alors, on est passé par différentes étapes lors de cette table ronde. Je sais que si vous êtes aujourd'hui ici, c'est que vous vous intéressez à ces outils qui peuvent vraiment transformer la vie d'une entreprise. On est au début d'une transformation de notre société qui utilisera au quotidien ces outils-là, tout comme dans les années 90, on était au début d'une transformation de la société qui aujourd'hui ne pourrait plus fonctionner sans Internet. Je pense que c'est à peu près la même transformation qu'on est en train de vivre. Par contre, comme on l'a tous dit ici, il ne faut pas être naïf et au mieux, on s'appropriera les sujets spécifiques à ces outils d'IA, et bien en fait, au mieux, vos entreprises pourront réussir leur projet, avoir de l'ambition, se différencier, et c'est vraiment un ensemble de choses auxquelles il va falloir penser, mais il existe des acteurs qui vous accompagneront, il existe des formations que vous pourrez suivre, il existe des écueils dans lesquels vous tomberez, mais finalement, en étant vigilant, quelquefois, vous tomberez sur un écueil, mais vous pourrez vite corriger et repartir sur de bons rails. Donc, c'est un outil qu'on est tous appelés à utiliser dans nos entreprises, à titre personnel et dans vos projets. Lancez-vous. Par contre, soyez vigilants et jamais naïfs. Ça sera quelque chose d'important pour que vous réussissiez. Merci Nathalie, on peut applaudir nos intervenants. Et on a le temps peut-être pour prendre une question. Je ne sais pas. Alors, j'ai l'impression que vous avez des micros, je ne sais pas s'ils sont actifs. Oui. Merci pour cet échange. Simplement, je voulais dire, fin des années 80, début des années 90, j'ai travaillé sur les systèmes prédictifs avec des applications clients.
tout a été abandonné pour des problèmes de ressources dans les années 90. Dommage. On était vraiment en pointe. Oui, alors vous avez tout à fait raison. La France est à l'échelle mondiale un pays très, 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 très fort en mathématiques et on n'a pas cessé de dire que finalement l'IA, c'est jamais que des réseaux de neurones. Donc en effet, on a en France de belles cartes pour réussir. On en a eu des très belles qu'on a laissées passer. Mais aujourd'hui, il faut au moins s'approprier l'IA pour être dans la course, finalement, dans la course économique mondiale. Une ultime question peut-être? Oui. On sait que l'IA, elle peut commettre des erreurs. Et quand elle va diffuser de l'information, est-ce qu'elle va repuiser des ressources dans les erreurs qu'elle aura commises? Je ne sais pas qui veut s'emparer de la réponse. Alors, je vais juste m'en parler un tout petit peu. Il y a quelque chose de très intéressant à ce que vous dites, puisque c'est hier, il y a eu une étude qui a été fournie sur le traitement de l'information par l'IA, et où on s'est rendu compte que certains moteurs faisaient des erreurs jusqu'à 80% sur les réponses. Donc après, par rapport à l'usage des informations passées pour l'IA, ça va dépendre de la conception que vous faites du système. Et la particularité, c'est que les IA qui ont été basées par le passé sur ces données sans intervention humaine, c'est-à-dire sans filtre humain, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient être manipulées et avoir des biais très forts et donc après produire des messages, voire des messages haineux qui ont entraîné, il y a un cas avec Microsoft, qui a entraîné l'arrêt de son IA après, je crois que c'est même pas 24 heures ou 48 heures sur les réseaux sociaux, parce qu'elle était devenue totalement inepte et inapte à communiquer avec du public. Donc il faut comprendre que quand vous allez utiliser une intelligence artificielle, c'est toujours pareil, c'est une boîte noire. Si dans une boîte noire, vous mettez n'importe quoi, vous aurez du n'importe quoi à la sortie. Il ne faut pas s'imaginer, il n'y a rien de magique. Par contre, si vous avez des filtres, si vous mettez en place des systèmes de validation, vous pouvez très bien avoir des alertes avec derrière des humains qui vont venir qualifier ou pas les éléments produits par l'IA. Mais c'est ce que je vous disais au départ, c'est une analyse de risque à faire et se dire est-ce que je laisse à une boîte noire la capacité de s'exprimer au nom de mon entreprise avec le risque que ça comporte, ou au contraire, je mets en place des garde-fous pour protéger l'image de mon entreprise, pour protéger mes clients par rapport à une déviance que pourrait avoir un outil algorithmique. Eh bien, merci. On peut les applaudir à nouveau une dernière fois. On arrive à la fin de cette table ronde. Merci pour votre écoute. Le salon, l'événement continue et je laisse la place à la suite du programme. Bonne journée.